bonsoir. Un journal spécial Léo Ferré. En tout cas, une grande partie de cette édition sera consacrée à cet immense artiste qui vient de mourir à 77 ans en Toscane. Ses obsèques étaient célébrées ce matin à Monaco. Juliette Gréco, qui a chanté nombre de ses chansons, sera notre invitée. Les autres titres, un espoir en Bosnie, les combats se calment et les dirigeants discutent. Le tennis, la France mène maintenant 2-1 face à l'Inde. Le Comte et Butch ont gagné le double. Le Tour de France, victoire de Olaf Ludwig à Montpellier, Indurain toujours en jaune. Et en cyclisme toujours, le record du monde de l'heure est tombé. C'est un amateur écossais, Graham Aubry, qui l'a battu en Norvège. C'est une ironie qu'il aurait sûrement appréciée. La société qui rend hommage à l'anarchiste. Léo Ferré, le provocateur, l'artiste qui dérange, est mort et la France entière chante ses louanges. Le président de la République a envoyé un message à sa famille. Les ministres de la Culture, de Jack Lang à Jacques Toubon, ont célébré son immense talent. C'est vrai qu'il en avait, Léo, chanteur, musicien, auteur, mais d'abord poète. Michel Strulovici. J'ai une chanson qui s'appelle La mort, que je ne chantais pas en public. Je la chante depuis quelque temps parce que il y a 2 ans, j'ai reçu un coup de... l'année dernière, je ne me souviens pas, un coup de téléphone à la maison. Je vais décrocher, c'était une voix de femme. Alors je dis, allô madame? Alors oui, monsieur Ferré? Je dis, oui, oui. Je suis la mort, monsieur. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et j'ai eu le temps de lui répondre, et moi aussi, madame. Ironie froide d'un homme passionné. Cet amoureux fou des mots fut créateur d'images fulgurantes, comme seuls les vrais poètes en sont coutumiers. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra. Grand parmi les grands, il sait se mettre au service d'autres poètes, et il fait descendre dans la rue comme personne avant lui ceux qu'il choisit de mettre en musique. Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, Aragon. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En pendant s'y rentre en voiture, ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on chante en frappant dans ses mains, on n'a guère le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. Le poète à la crinière au vent explora tous les rythmes, toutes les mélodies, du tango à la symphonie en passant par le jazz, et même un temps la pop music, sans succomber à quelque mode que ce soit. Léo le Magnifique vient de nous quitter. Camarade. Ciao. Juliette Gréco, bonsoir. S'il fallait retenir comme ça une image de Léo Ferré, d'emblée, qu'est-ce qui vous vient? Séduction. Une formidable séduction, un pouvoir extraordinaire sur les femmes, et sur les femmes jeunes et belles, curieusement. Ça, et puis ce même pouvoir de séduction pour les idées. Oui, pour les idées. Il avait une manière de faire avaler aux gens sa violence, sa force, extraordinaire. C'était un grand homme de théâtre en même temps. Alors vous l'avez connu il y a un certain temps, bien sûr. Comment vous l'avez rencontré? Vous vous souvenez de votre première rencontre?
Je crois que ça s'est passé à l'hôtel Saint-Thomas d'Aquin, où il y avait une scène en forme de boîte à savon, comme d'habitude dans ce coup-là. Dans toutes ces petites choses-là, c'était vraiment très, très, comme ça, précaire et pauvre. Et je l'ai vu là chanter. Et puis à la Rose Rouge. Et puis un jour, il a demandé à me voir. C'est lui qui avait demandé à vous Oui, voir. c'est lui qui a demandé à me voir. Moi, je n'osais pas trop. Et c'était un homme qui chantait des chansons vraiment d'homme. Et je n'osais pas trop. Et il a dit, on va voir Gréco. Gréco, elle a filé, elle est allée voir Ferré en courant. Mais à l'époque, il était surtout auteur. Il était plus Il connu était comme auteur. Oui, il chantait quand même à la Rose Rouge. Il chantait quand même dans des... Si, il chantait quand même. Mais il chantait d'une manière telle qu'il faisait une peur épouvantable aux gens. Puis je suis allée le voir. Et voilà. On va revenir sur tout ça et sur sa carrière. C'est vrai que peu de gens le savaient, Léo Ferré était né à Monaco et il y avait passé une partie de sa jeunesse. C'est là qu'ont eu lieu, ce matin, ses obsèques. Yannick Aroussi, Didier Beaumont, Intimité. Une cérémonie très simple. Seuls présents, la famille, les proches, venus de France et d'Italie. Des fleurs, des couronnes et un homme d'église pour dire l'éloge funèbre pour porter en terre Léo Ferré, l'anarchiste. Anarchiste, mais pas mécréant, selon le père Henri Lambert, le seul curé que Léo disait supporter. Je l'ai dit que j'espérais qu'il fait un grand bœuf infernal avec Brassens et Brel, que j'espérais qu'il allait faire chanter le ciel jusqu'à la fin du monde pour nous envoyer beaucoup de joie et beaucoup de fleurs. Parce que dans un monde aujourd'hui, nous avons besoin de vie. J'espère qu'il va me faire tomber du ciel une pluie de justice, une pluie d'amour. Dès cet après-midi, les admirateurs et les proches du chanteur sont venus se recueillir sur sa tombe pour rendre un dernier hommage à l'enfant de Monaco qui avait choisi de vivre en Toscane. Malheureusement, les fois où il est venu ici, je ne pense pas qu'il ait été tellement compris, mais il est parti, puis il est allé en Toscane. Et je l'ai vu encore il y a quelques mois dans le quartier, et ça m'a fait plaisir, je lui ai dit, tiens, il revient aux sources. Voilà. Né à Monaco en 1916, Léo Ferré est revenu pour toujours. Il repose en bonne compagnie dans l'éternité des artistes. C'est vrai, depuis de nombreuses années, quand il ne chantait pas à travers le monde, Léo Ferré vivait en Toscane avec sa femme et ses 3 enfants, une région qu'il avait choisie un petit peu par hasard, mais à laquelle il s'était attaché. Gérard Beaufils s'est rendu tout à l'heure dans son village. À Castellina, in Chianti, Léo Ferré avait tenté de sauver sa révolte, de l'apaiser avec la douceur de vivre toscane. Aujourd'hui disparus, ce sont ses amis tristes qui ont cette révolte pour eux. C'est dans cette maison, une ancienne exploitation agricole, que le poète, le musicien aimait vivre depuis 25 ans. Il y recevait ses amis, au milieu des vignes, il écrivait et composait en accord avec la sérénité du paysage. Lui, il restait à la maison, il faisait de la musique et c'est tout. C'était pas un homme qui faisait des allées-venues. Il pensait seulement à son travail, il était affable, bon, tendre. Clin d'œil au provocateur et à l'amateur de désordre, c'est un représentant de l'ordre qui l'a vu le dernier et qui a, hier, refermé son cercueil. C'était un homme charmant. Mais vous le voyez souvent? Non, pas beaucoup, parce qu'il restait chez lui pour travailler, mais quand il venait au village, il saluait tout le monde, sans problème. Avec le temps, tout s'en va, même la vie. Mais ici, heureusement en Toscane, il reste le souvenir d'un homme, et partout ailleurs, sa musique. Ferré, c'était, je vous le disais tout à l'heure, les coups de gueule, c'était l'empêcheur de tourner en rond, c'était l'anard, le libertaire. Toute sa vie, il n'aura jamais renié ses convictions. Renaud Fessaquet, en noir et rouge. Le premier coup de génie de Ferré-Lanard aura été de naître à Monaco. Un immense pied de nez à l'ordre établi, à la connerie, qui ne pourra jamais le rattraper. De l'indignation, Léo Ferré a fait une règle de vie. Tout le révolte, la répression contre la commune, l'Espagne de Franco. Mais par-dessus tout, il déteste les guerres, toutes les guerres, et donc aussi celle d'Algérie. C'était quand même un homme qui osait s'attaquer à des choses. Moi, je me souviens, pendant la guerre d'Algérie, dans les temps difficiles, d'une phrase « Tu vas parler, mon petit Youssef, sinon je te branche sur l'EDF ».
à l'époque, il fallait quand même le faire. Et d'ailleurs, très souvent, il y a eu des commandos, enfin, dans la salle, des choses comme ça. Moi, pour me fermer la donne, il faut sauver de bonheur, il faut que je sois mort, pour que je parle plus, et que je chante plus. Voilà. La Ve République ne le fera jamais taire, malgré la censure du général, chanson scandale à l'époque. En 68, Ferré s'engage davantage. Il chante pour les étudiants des barricades et pour les ouvriers en grève, sans jamais pouvoir être récupéré. Après, le succès s'installe et certains l'accusent d'être happé par le système et d'avoir succombé au charme du confort bourgeois. J'habite un château, bon, ça va, ça me plaît, vous comprenez, j'aime les vieilles pierres, etc. Vous allez jamais, vous savez, vous comprenez, on demande aux artistes, ah, vous avez une voiture, vous avez un château, les gens disent, oh, il a un château, il a une voiture, il mange jusqu'à des 4 fois par jour, moi, comme maintenant c'est 2, en fait, ça me suffit, c'est pas, mais on ne va pas demander à monsieur tel, au directeur de l'usine, machin, vous avez une maison, cela, on les emmerde jamais. Des concessions, jamais. De la générosité, toujours. Pour Ferré, libertaire rime avec liberté. Et l'anarchiste reste fidèle aux vieux principes, ni Dieu, ni maître. Je n'ai jamais eu de patron. Pour ma femme. N'est-ce pas, messieurs? Cette fidélité est peut-être la première constante de Léo Ferré. Pour la fédération anarchiste, il chante tous les ans. Il se produira même au congrès du Parti communiste il y a 3 ans. Mais son dernier pied de nez, magistral, aura été de mourir un 14 juillet. Portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûté par les courbettes. De la parole aux actes aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent un petit peu plus Ferré que les autres. Ce sont tous ceux qui font la radio libertaire, une de ces radios libres qui a survécu à la folle période du début des années 80. Si cette radio a survécu, si elle existe toujours sur la bande FM, c'est que Léo Ferré l'avait beaucoup aidé. Pascal Doucet-Bon, Éric Delagneau. Ferré, la graine d'ananar, est maintenant en terre. Tout le monde en profite pour le trouver maintenant beau, joli, intelligent. Et puis n'oubliez pas, maintenant, les anars vont être obligés de fêter le 14 juillet. L'insolence, ils en ont fait un véritable mode de vie. C'est Ferré, entre autres, qui le leur a appris. Les anars de radio libertaire, héros de la bande FM pirate puis officielle, 10 fois interdits, 10 fois ruinés, doivent beaucoup à celui qu'ils appelaient le vieux. Les locaux qui sont ici ont été payés grâce au gala de soutien que nous a fait Léo Ferré, entre autres Léo Ferré, mais quand on avait besoin de lui, il était là. Ils le considéraient comme le propriétaire moral du 2 pièces qui leur sert de studio tout en haut de la butte Montmartre. Alors bien sûr, les 110 bénévoles se sentent plus orphelins que d'autres aujourd'hui, mais surtout, ne leur parlez pas de la fin d'une époque. Ça passe au travers de nous pendant notre vivant, mais d'autres continueront. Mais il y a de toute façon, rassurez-vous, il y a des gens très très bien qui continuent, disons, sur cette même voie, sur cette même veine de chansons intelligentes. Appelons ça, disons, la variété intelligente. Je sais pas, moi, au hasard, Lavilliers, par exemple, c'est très bien. Et puis d'autres, des jeunes qui vont venir, bien sûr. Ça, il faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce que quelqu'un meurt que l'idée meurt, au contraire. Que l'on oublie. Juliette Gréco, c'est vrai que c'est absurde de dissocier les qualités d'un homme, mais entre le Ferré poète, le Ferré musicien, le Ferré anard, lequel vous préfériez? Je ne peux pas dissocier. Oui. Je ne peux pas. Il était un tout tellement fort, tellement compact, tellement rayonnant, tellement insupportable, d'une formidable, magnifique violence. Non, je ne sais pas. Je vous ai dit que c'était un homme extrêmement séduisant, extrêmement. Il le savait. Il s'en est servi de la manière la plus intelligente qui soit. Alors je reviens un peu à votre rencontre, quand vous étiez déjà, vous, une chanteuse assez connue, lui était un compositeur connu, mais moins... Bon, enfin, c'est connu, pas terrible quand même. Si, quand même, quand même. Et alors, là, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans ces chansons, à cette époque-là? J'aime beaucoup les chansons qu'on écrit pour les hommes, parce que les chansons qu'on écrit pour les femmes sont un peu, pour moi, tièdes. Donc... je suis allée chez lui et il m'a joué plusieurs choses, dont des choses complètement bouleversantes, magnifiques. Et il m'a dit, je viens de m'écrire un truc, et il m'a joué Joli Môme. Et j'ai dit, je peux avoir ça? Si tu veux. Et il me l'a donné. Bon,
Donc c'était une chanson d'homme, c'est une chanson qu'on a qualifiée de misogyne, Oui. Possible. C'était un peu, c'est vrai. C'est vrai. Cela dit, il y en a quelques-unes qui le méritent quand même. Alors il y a eu Joli Mot, mais après il y en a eu beaucoup d'autres. Il y en a eu énormément. Il y a eu Paname par exemple qui Ouais. chantait tout à l'heure. Il y a eu beaucoup. J'ai chanté beaucoup de chansons de Léo Ferré, mais des chansons qui ne sont pas des chansons très populaires, à part Joli Môme et Paris Canaille que j'ai chanté Paris après Canaille, bien Catherine, sûr. après Catherine Sauvage qui chante d'une manière. Je trouve que Catherine Sauvage est une interprète de Léo Ferré absolument fabuleuse. Alors vous chantez très souvent, vous avez un public très jeune aussi de tous les âges. Est-ce que vous avez le sentiment que Ferré, lui, était encore très connu des jeunes? Peut-être pas lui, certaines de ses chansons. Il a une clientèle, comme on dit, dans ce commerce qui s'appelle la variété. Il a des gens très très jeunes qui sont allés au Déjazé, par exemple, au théâtre. Et il a une jeunesse très très fidèle. Nous avons chanté à Grenoble ensemble. Et les gens qui étaient là étaient des gens que moi je sais venir pour moi et que lui savait être là pour lui, et c'était des gens extrêmement jeunes. Et pourtant, vous allez voir dans ce reportage de Pascal Golomer que les jeunes, en tout cas ceux que Pascal a pu rencontrer aujourd'hui devant les magasins de disques, par exemple, ne connaissent pas tous Ferré, loin s'en faut. Bien sûr. Écoutez. Bien sûr. Il est décédé là? Aujourd'hui? Il est mort le 14 juillet en fait, il a été inhumé aujourd'hui. Moi non plus, je suis même pas au courant. Ah ouais, d'accord. Joli Môme, avec le temps. Je sais pas trop, non, j'en sais plus. Avec le temps. Avec le temps surtout. Surtout avec le temps. Léo Ferré. Léo Ferré. Vous pouvez m'en dire le nom s'il vous plaît? Léo Ferré. Ça me dit rien en plus. Non, je vois pas trop. Non, c'est pas trop mon style. Enfin, je connais même peut-être pas du tout. Enfin, je connais pas les titres quoi, mais j'entends quoi. Mon père il met tout le temps. Aujourd'hui. Comme ça on pourra fêter plusieurs choses le 14 juillet. C'est ça. Ah, t'es un anarchiste ou je sais pas quoi. C'est ça? T'es un anarchiste non, Léo Ferré? C'est triste la mort d'un anarchiste. C'était plus qu'un chanteur, c'était vraiment un homme de cœur et d'humanité. Et vous connaissiez un petit peu ces chansons? Non, pas trop, non. Excuse le feu vert, j'y vais. Je l'aimais pas assez pour que ça me touche, franchement. D'accord, merci. Mais c'est le moment de le redécouvrir peut-être. Des trucs à prendre. C'est vrai, Juliette Gréco, certains ne le connaissent même pas, ça vous étonne? Non. Non. Non, ça ne m'étonne pas, mais ils le connaissent peut-être sans le savoir. Pourtant, il avait une liberté de ton qui aurait dû les séduire. Il en a séduit des milliers. Il en a séduit des milliers. C'est comme tout sondage. Tout sondage Oui, n'est pas forcément le reflet de l'opinion. Cela dit, moi je sais que tous les gens très jeunes que je connais et qui me font la grâce de m'aimer moi, l'aiment lui, profondément. Merci Juliette Gréco, merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Enfin, pour terminer ce long chapitre consacré à Léo Ferré, un aspect moins connu, le domaine du rêve. Ferré rêvait d'être chef d'orchestre. Beaucoup d'artistes qui ont fort bien réussi dans un domaine ont des rêves secrets qu'ils ne parviennent pas toujours à réaliser. Gainsbourg, c'était la peinture. Ferré voulait manier la baguette. Il n'a pu le faire qu'à de très rares exceptions, comme ce concert à Marseille. Claude Sampère, Frédéric Basile. C'était à Marseille, un soir de décembre 1991. Léo retrouvait pour la première fois depuis 10 ans un orchestre. Philharmonique. C'est fantastique, non? La Philharmonie de Lorraine avec lui pour un concert unique. L'âge de 5 ans. J'ai inventé des orchestres, quoi. Et je parlais aux musiciens sur les remparts, à Monaco, dans la rue, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de voiture qui passait à ce moment-là. Et j'avais 100, 120 musiciens à qui je parlais, quoi. J'indiquais aux musiciens ce qu'il fallait faire. Et sans connaître la musique, sans avoir écouté de la musique, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de radio, c'était pas terrible.
La musique, la musique. On était la musique. Dans les salons lustrés aux lustres vénérés, dans les concerts secrets aux secrets crinolines, dans les temps reculés aux reculés empaffés, dans les palais conquis aux conquêtes câlines. C'est là qu'elle se pâme, c'est là qu'elle se terre, la musique. Nous, c'est dans la rue qu'on la veut, la musique. Elle y viendra. Et nous l'aurons, la musique. Vous savez, quand je dirige un orchestre, je suis un peu comme le métronome, celui qui bat la mesure. Et alors je leur dis, je vais tâcher de vous faire jouer ce qui n'est pas écrit. Voilà. Ce soir-là, au bord de la mer à Marseille, ils ont joué ce qui n'était pas écrit. Un soir de silence, un soir de balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure. Et ce soir, on va retrouver Léo Ferré puisque France 2 a décidé de bouleverser ses programmes. En effet, vers 22h20, à peu près après Bedos-Robin, rediffusion du Grand Échiquier qui était consacré par Jacques Chancel à Léo Ferré. Le reste de l'actualité maintenant, avec d'abord ce terrible drame à Noyelles-Godault dans le Pas-de-Calais. Le dernier bilan de l'explosion de l'usine Métal Europe est de 7 morts et 4 blessés brûlés gravement. Le ministre de l'Industrie s'est rendu cet après-midi sur place, Nathalie Delay. Dernière visite à la fonderie pour récupérer les affaires des victimes de l'explosion. Depuis hier, le bilan n'a cessé de s'alourdir. Le drame a coûté la vie à 7 employés, 4 autres restent dans un état jugé très critique. La production de l'usine n'a pas été interrompue et seul l'atelier où s'est produit l'accident a été fermé. Aujourd'hui à Métal Europe, il fallait, malgré tout, continuer à travailler. Quelle est l'ambiance à l'intérieur? À l'intérieur, il n'y a pas tellement de monde là, vu que c'est samedi. Hein. Mais on voit, les gens, ils n'ont pas le moral comme avant. On en parle entre nous, quoi, mais on n'entend pas parler ça, on n'en parle pas beaucoup, je crois. Est-ce que vous avez conscience du danger? Ah oui. Ah, quand même, hein, parce que on voit qu'est-ce qui se passe dans la chirurgie, c'est tellement il y a du danger. Le ministre du Commerce s'est rendu sur place en fin d'après-midi. Il s'est fait expliquer les différentes causes possibles de la catastrophe, la plus probable étant une explosion de gaz naturel. Il y a une enquête sous l'autorité judiciaire, il y a une enquête administrative pour l'inspection du travail, et il y a le savoir-faire des ingénieurs. Eux s'exprimeront. Aujourd'hui, moi, je voudrais simplement penser à ceux qui ont perdu leur vie. Une chapelle ardente sera dressée dans les jours qui viennent à l'intérieur même de la fonderie. En politique, Philippe de Villiers est déterminé à présenter sa propre liste pour les prochaines élections européennes. Le député de Vendée le dit dans une interview au Journal du Dimanche qui paraît demain. On se souvient qu'il était l'un des principaux adversaires du traité de Maastricht. Il envisage même éventuellement de constituer une liste avec Philippe Seguin. Mouvement dans la presse française, les dernières nouvelles d'Alsace passent sous la coupe du groupe Ersan. Le groupe Hachette Philippe Aki a vendu ses parts. Les DNA, comme on dit en Alsace, c'est une institution. John Reichenbach. C'est une dépêche de l'agence France-Presse qui apprend aux 180 journalistes des dernières nouvelles d'Alsace que leur journal passe dans les mains du groupe Ersan. La nouvelle, annoncée un vendredi soir en plein mois de juillet, prend tout le monde au dépourvu. La plupart des journalistes et notamment des responsables syndicaux sont en vacances. Hein. C'est une période, ça frappe en période de vide, sans aucun problème. Quand on apprend comme ça, d'une minute à l'autre, qu'on a été vendu avec les meubles, les rotatives, ça fait un choc. La direction ce midi a réuni les chefs de service et les grands reporters. Consigne leur a été donnée de ne pas s'exprimer publiquement. Certains journalistes craignent pour l'indépendance rédactionnelle de leur journal. La direction affirme avoir passé un contrat moral avec le nouvel actionnaire. Le groupe Ersan garantirait le respect de l'actuelle ligne éditoriale. Droite ou gauche ne veut rien dire pour un quotidien régional. Les quotidiens régionaux, par définition, sont des quotidiens d'information qui sont ouverts à tous les courants. Et les dernières nouvelles d'Alsace, c'est l'une de leurs caractéristiques, la tolérance, l'ouverture, et ça continuera. Avec un tirage de 240 000 exemplaires, dont une édition en langue allemande, le quotidien alsacien est l'un des fleurons de la presse française. En déboursant 331 millions de francs, le groupe Ersan étend considérablement son influence dans l'est de la France.
Les inondations aux États-Unis, des images incroyables et surtout un bilan très lourd. 26 morts depuis le début de cette catastrophe qui ravage une partie des États-Unis depuis un mois maintenant presque. Le Mississippi en crue a vaincu hier soir une nouvelle digue. Maryse Burgot. Le Mississippi a fini par gagner. Un mois que la digue de Quincy tenait, cette nuit, elle a cédé. Et dans sa rage, le fleuve a emporté la station essence. Alors aujourd'hui, le Mississippi charrie du feu. 3 semaines que les cours d'eau du Middle West sont en crue, des inondations historiques, 8 États sont concernés. Aujourd'hui, le Mississippi menace même de rejoindre la rivière Missouri. La ville de Saint-Charles pourrait être totalement submergée. Alors, partout, la population s'active. On se dit que des barrages de sacs de sable pourraient peut-être arrêter cette eau en furie et on ne se résout pas à quitter les lieux. Certains ne veulent pas partir, on ne peut pas les forcer. 26 morts, 8000 habitations détruites, des milliers d'hectares de terres inondées. Aujourd'hui, le président Clinton a survolé la région. Une région où les cours d'eau reprennent subitement leurs droits, lassés peut-être d'être enserrés dans les digues, les écluses et les barrages. La Bosnie, il faut le dire vite, mais il y a tout de même un espoir ce week-end. D'abord parce que les combats ont presque cessé depuis 72 heures, notamment à Sarajevo. Ensuite parce que les différentes parties se parlent. À Genève, par exemple, Serbes et Croates sont là. Ils ont d'autre part conclu un accord sur le sud de la Croatie. Véronique Tavo, le point. Une rencontre placée sous haute sécurité, des discussions à huis clos. Toute la journée, le président serbe Slobodan Milosevic et son homologue croate Franjo Tudjman ont une nouvelle fois discuté de l'avenir de l'ex-Yougoslavie. Une session des pourparlers de paix, une de plus, en présence des 2 médiateurs internationaux, Lord Owen et Thorvald Stoltenberg. L'objet des discussions aujourd'hui, affiner le projet de partition de la Bosnie-Herzégovine en une confédération de 3 mini-États ethniquement homogènes. Une rencontre en fait destinée à préparer la réunion qui aura lieu la semaine prochaine, toujours à Genève, et à laquelle le président bosniaque Alija Izetbegovic pourrait participer. Le oui des Bosniaques, même s'il est encore conditionnel, pourrait peut-être permettre aux négociations de progresser. En attendant à Genève, les participants serbes et croates se sont félicités de l'accord signé hier à Zagreb. Pour la première fois depuis près de 2 ans, le pont de Maslenica, une zone stratégique qui permet le passage entre le nord et le sud de la Croatie, devrait être réouvert. L'accord signé sous l'égide de l'ONU prévoit l'installation d'un pont flottant, la zone étant placée sous la protection des Nations Unies. Geste de bonne volonté de part et d'autre, les Croates qui occupent la région ont promis de se retirer. Le sport maintenant, l'équipe de France de tennis a marqué un bon point à Fréjus. Elle mène 2-1 face à l'Inde en double. Lecomte qui n'avait plus du tout mal au dos et Butch, très solide, ont dominé les Indiens en 3-7. Laurent Frédéric Bollet. Henri Lecomte. Finalement, il était bien là, le d'Artagnan du tennis, Henri Lecomte. Le dos toujours esquinté, mais avec une envie de jouer encore plus forte, histoire de se racheter en double d'une défaite en simple. Butch Lecomte, un ticket gagnant, mais ça n'a pas été facile. Opposé à la paire Krishnan Paes, les Français ont dû batailler pour l'emporter. Ils ont mené 4-1 dans le premier set, se sont fait remonter, se sont laissés entraîner jusqu'à un jeu décisif qu'ils ont arraché. Le plus dur était fait. Mais c'est vrai, ces Indiens sont plus forts que prévu. Et en particulier le jeune Paes, surnommé le Lecomte indien, il a fait honneur à cette réputation. Et en plus, il sait garder le sourire, même dans les moments les plus cruciaux. En face, les Français ont serré le jeu au bon moment. Le deuxième set est conquis plutôt facilement, 6-3. C'est plus tendu au troisième, mais le break est fait à 4-4. Score final 7-6, 6-3, 6-4. La France mène maintenant 2 victoires à 1, plus qu'un petit point, et les portes des demi-finales s'ouvriront. C'était la 13e étape du Tour de France. Elle a porté chance à l'Allemand Olaf Ludwig. Arrivé au sprint à Montpellier, Ludwig a battu Abdou Japarov. Cela va sans dire, Indurain conserve le maillot jaune. Thierry Clopeau. On croyait assister à une étape de transition, et bien on s'était trompé. Aujourd'hui, sous une chaleur torride, 33 degrés, les échappées se sont multipliées entre Marseille et Montpellier. Une fois n'est pas coutume, les Français sont sortis de l'anonymat. À une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, une première échappée qui aurait pu être décisive. Philippe Louviot, Deonce et Laurent Desbiens de chez Castorama font partie du groupe. Ils auront jusqu'à 30 secondes d'avance sur un peloton avant d'être rejoints.
Et puis, aujourd'hui, on se serait cru en montagne, avec en fin d'étape un mano à mano entre Tony Rominger, le Suisse, et son maillot à pois, et Indurain, décidément les deux grandes pointures de ce Tour de France. À 10 km de l'arrivée, ici à gauche, nouvelle escarmouche du petit Français François Simon, ancien maillot à pois du Tour, et Maassen. Malheureusement, les deux hommes seront aspirés par le peloton. Résultat, à Montpellier, une arrivée au sprint. Ce sont toujours les mêmes qui sont à la lutte. Laurent Jalabert en rose, Abdou Japarov en vert et Olaf Ludwig, l'Allemand, avec son casque. Finalement, c'est l'ancien champion olympique allemand qui l'emporte devant Japarov et Mouzeou. À noter la belle 5e place du Français Frédéric Moncassin. Au classement général, pas de changement. Indurain est toujours en jaune avec 3 minutes 23 d'avance sur Meria. Demain, dernière étape de plat avant les Pyrénées, Montpellier-Perpignan. L'intérêt de cette étape, la course au maillot vert, le classement par points. Laurent Jalabert va-t-il revenir sur Abdou Japarov, l'actuel leader de ce classement? Réponse demain après-midi sur France 2 en direct. Enfin, le record du monde le plus inattendu de l'année, le cycliste amateur écossais Graeme Aubry a battu ce matin le record mythique de l'heure de Moser. Moser le détenait depuis 1984. Aubry a couru 51 km 597 dans l'heure sur le vélodrome de Hamar en Norvège. Record si inattendu qu'il n'y avait pratiquement pas de spectateurs et toutes les télévisions étaient déjà reparties, sauf France 2. Alban Mikosi, Jacques Gérard. Il peut être content, Graeme Aubry. Cet inconnu vient de signer un authentique exploit. Garagiste écossais au chômage, Graeme a une passion, le vélo. Courageux mais limité, a diagnostiqué la fédération anglaise qui le considère juste comme un bon amateur. Et ce matin, coup de tonnerre, les chronomètres s'affolent. L'amateur bat le record du monde de l'heure, détenu depuis 9 ans par l'italien Francesco Moser. Évidemment, personne ne s'y attendait, et quand je dis personne, c'est personne. 28 spectateurs en tout et pour tout, dans une salle qui peut en contenir 17 000. Bonjour l'ambiance. Mais Aubry est un battant, et au coup de feu final, il a parcouru exactement 206 tours cette 8e, soit 400 mètres de plus que l'ancien record. C'est carrément du délire. Graeme devient une star, lui qui ne sait même pas ce qu'il fera demain. Peut-être vais-je passer professionnel. Mais pour l'instant, je n'ai reçu aucune offre sérieuse. En fait, je ne sais même pas ce que cela veut dire, être professionnel. Après une telle performance, nul doute que Graeme en recevra des offres. De quoi remplacer enfin son vieux vélo qu'il a fabriqué lui-même. Un vélo et un homme rentrés aujourd'hui dans la légende. Et nous terminerons ce journal comme nous l'avons commencé en écoutant Léo Ferré, l'une de ses plus belles chansons, Avec le temps, en se souvenant que ce chef-d'œuvre avait été au début refusé par toutes les maisons de disques. Ferré en avait toujours été meurtri et il le disait lors de ses concerts. Voici comment. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions, et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent foué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Voilà, au début je vous ai dit que j'allais vous demander quelque chose. Alors, faites-moi plaisir, je vais m'en aller. Je vous aime beaucoup, comme j'aime Richard Martin. Vous venez le voir ici, vous venez le voir souvent. Je m'en vais en silence pour donner une leçon un peu aux gens qui ont saccagé ce travail. Ne m'applaudissez pas. Merci.
Voilà, fin de ce journal. La météo dans un instant avec Nathalie Riouet. Et ce soir, un hommage exceptionnel à Léo Ferré qui vient de mourir. France 2 rediffuse le grand échiquier que Jacques Chancel lui avait consacré. Ce sera à 22h20, juste après la retransmission du spectacle Olympia de Guy Bedos et Muriel Robin. Bonne soirée sur France 2. À demain dès 13h.